et tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses à cette réunion, à cette conférence débat ce soir organisée par la gauche écosocialiste 34. On a le plaisir d'accueillir ce soir Daniel Tanuro. Merci d'être venu, Daniel. Alors, Daniel, tu es ingénieur à Grenoble. Tu es aussi militant à la gauche anticapitaliste en Belgique. Tu es l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui sont devenus des classiques pour tout écosocialiste respectable. Alors, un des plus anciens, on le trouve sur la table là-bas, c'est l'impossible capitalisme vert. Plus récemment, Trop tard pour être pessimiste, qui se trouve aussi derrière, sous-titré Écosocialisme ou effondrement, tout un programme. Plus récemment encore, tu as signé avec Michael Lowy Lutte écologique et sociale dans le monde, qui revient sur un certain nombre de luttes un peu partout dans le monde, et on tourne toujours autour de l'écosocialisme, mais cette fois du point de vue un peu des luttes concrètes sur le terrain. On t'a fait venir ce soir pour un débat avec nous, puisqu'on est la gauche écosocialiste ici sur l'Hérault, qui s'intitule L'écosocialisme, une planification écologique démocratique. Alors c'est des choses qui sont liées sur le front de l'écosocialisme, sur les luttes, sur des choses aussi qui, à notre point de vue, pourraient nous intéresser par rapport à tes réflexions. Je sais qu'il y a un ouvrage que tu viens de finir, enfin qui devrait arriver peut-être bientôt de ta part, qui tourne autour de ça, parce qu'il y a la question de l'écosocialisme, bien sûr, mais il y a la question de planification, qu'est-ce que ça signifie, État, pas État, quel lien avec les mouvements sociaux, les mouvements écologiques, comment tout ça se travaille. Il y a la question écologique et démocratique. Il y a la question stratégique. Il y a eu des débats récemment avec un autre Belge qui s'appelle Paul Magnette, qui est lui bourgmestre de Charleroi et militant au Parti socialiste en Belgique, qui a signé un bouquin qui se termine par Manifeste écosocialiste. Mais est-ce qu'on parle du même écosocialisme, et en particulier en termes stratégiques? Je sais pas, je me pose la question, en tout cas moi. Voilà, donc on voulait en discuter avec toi puisque c'est important. On travaille beaucoup sur ces questions-là, pour pas être trop long et te laisser évidemment la parole. On a édité 2 brochures en particulier à partir des travaux de Michael Lowy que vous trouvez aussi ici derrière celles et ceux qui ne l'ont pas lu. Qu'est-ce que l'écosocialisme, en reprenant ces travaux, voilà. Et évidemment pour un programme de transition vers l'écosocialisme, là on est en plein sur les débats qui nous intéressent là aujourd'hui, et c'était intéressant du coup de t'entendre à plus soif sur tout ça. J'ai plus soif. Mais à plus soif. Je vais mettre un minuteur. Oui. Parce que j'ai tendance à me répandre. Et on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Mais puisque tu me provoques en parlant de Paul Magnette, qui est le bourgmestre de ma ville, peut-être off the record, je vais faire un mot d'information. Il y a plus de 20 ans que le parti présidé par Paul Magnette est aux affaires avec la droite et gère l'austérité. Alors son bouquin, il est bien, il est intéressant, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est un bouquin sérieux. Il ne fait pas semblant de se préoccuper de la crise écologique, il a travaillé le sujet, il a des idées, ce n'est pas purement de l'opportunisme électoral, même s'il y a sans doute une petite dose de cela, mais personne dans son parti ne croit qu'il va retourner la table du productivisme capitaliste. Personne. Tout le monde compte, espère que ça rapportera des voix, et puis point à la ligne. J'ai eu un débat, parce que je suis moi aussi de Charleroi, c'est mon maire, mon bourgmestre, nous avons eu un très bon débat devant 300 personnes, c'était impressionnant, un débat de qualité, où nous avons discuté de notre divergence en toute cordialité, non, c'est vrai, mais bon, voilà, c'est quelque chose à dire, parce que j'ai constaté que dans la France insoumise, en tout cas, et en partie aussi dans la gauche écosocialiste ou dans des milieux proches, Clémentine Autain par exemple, il y a quelque chose qui m'apparaît comme des illusions à propos du personnage. Voilà. Donc. Bon, maintenant, pour rentrer vraiment dans ce que j'ai à vous dire, je crois qu'on peut passer rapidement sur la gravité de la crise écosociale, parce que c'est une crise écologique, mais c'est en même temps, par définition, une crise sociale. Juste pour donner une indication,
il y a des scientifiques qui ont identifié 9 paramètres de la soutenabilité humaine sur Terre. Pour chacun de ces paramètres, ils ont estimé, disons, pas des limites, mais des seuils ou des marges à ne pas franchir pour ne pas se mettre dans les problèmes. Ces seuils ou ces marges sont franchis pour 6 des 9 paramètres. Le seul paramètre pour lequel il y a eu amélioration, c'est la question de la couche d'ozone stratosphérique qui se reconstitue, mais qui se reconstitue parce que les gouvernements ont décidé de prendre des mesures de régulation, des mesures qui ne sont pas des mesures de marché. Pour le reste, les 2 autres paramètres, on ne sait pas exactement où sont les marges, les scientifiques n'ont pas d'idée, mais on peut penser qu'elles sont franchies également. Un de ces 2 autres paramètres, c'est la pollution chimique. Bon, on parle beaucoup pour le moment des polluants éternels, les PFAS. Ben voilà, là, très clairement, il y a une marge qui est franchie, au moins dans tous les pays capitalistes développés. Et c'est très grave. Et l'autre, pour lequel il n'y a pas de marge, c'est l'acidification des océans. Ben, selon les rapports du GIEC, pour 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne de surface, 95% des coraux de la planète disparaîtront par l'acidification. Donc on peut penser que là aussi, la marge est franchie. Donc on peut dire sans trop tirer la réalité par les cheveux que les marges sont franchies pour 8 paramètres sur 9. Je crois que ça donne une indication de la gravité extrême de la situation, qui est aussi une gravité sociale, parce que les impacts de tout ça sont des impacts sociaux qui frappent en priorité les pauvres. Pour donner un chiffre, selon le dernier rapport du GIEC, le groupe de travail 2 sur les impacts du changement climatique, il y a actuellement entre 3 et 3,5 milliards d'individus sur Terre qui souffrent d'impacts graves du réchauffement. C'est à peu près la moitié de la population mondiale, et ce sont les plus pauvres, ceux qui ont le moins de responsabilité dans l'émission de gaz à effet de serre, parfois même qui n'en ont pas du tout. Donc ça, c'est un premier point sur la gravité. Un deuxième point, c'est que face à cette situation, une politique anti-néolibérale ne suffit pas. Je mentionnais la restauration de la couche d'ozone. C'est dû à des mécanismes qui sont des mécanismes hors marché, des mécanismes de régulation. Il ne faudrait pas en déduire qu'une politique simplement anti-néolibérale suffirait pour faire face à la crise. Il faut aller au-delà, il faut s'attaquer aux mécanismes fondamentaux du système capitaliste, et en particulier parce ce système a cette caractéristique que le capital s'accumule. Et le capital s'accumule pour une raison que Marx avait identifiée dès les premières pages du livre 1 du Capital. C'est que acheter pour vendre est une opération très différente de vendre pour acheter, parce qu'acheter pour vendre, on se retrouve avec une somme d'argent à la fin du cycle, et l'argent, ça ne se mange pas. Donc, pour que le système fonctionne, il faut que cette somme d'argent que Marx appelle la plus-value, vous savez ça, soit réinvestie pour faire encore plus de plus-value. Donc le capital est productiviste par nature, et tous les paramètres, ces fameux 9 paramètres, tout ça tourne autour de la question des limites. Et le capital ne connaît pas de limites. Il ne connaît d'autres limites que le capital lui-même, comme disait Marx, c'est-à-dire qu'il ne connaît d'autres limites que la force de travail disponible et les ressources naturelles à prélever pour donner du boulot, pour donner des inputs matériels à la force de travail. Récemment, il y a des chercheurs de la mouvance décroissanciste au sein du GIEC, parce que ça existe, sont des gens très intéressants, ne sont pas des décroissants à la Serge Latouche ou à d'autres personnes, ce sont des décroissants sociaux. Et 2 économistes décroissancistes au sein du GIEC ont fait une étude extrêmement intéressante, je trouve, sur le mantra du capitalisme vert. Vous savez que le mantra du capitalisme vert, en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, c'est l'idée qu'on va découpler les émissions de la croissance du PIB. Donc, comme ça, la richesse pourra continuer à croître, et en même temps, on jugulera le réchauffement de la planète. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire ou la clé de voûte de la pensée du capitalisme vert, qui n'existe pas, mais enfin du capitalisme qui se dit vert en matière de lutte contre le réchauffement. Et donc ces auteurs ont identifié, ils ont procédé à un état des lieux de ce découplage
pour les 36 pays capitalistes les plus développés, qui sont les principaux responsables des émissions historiques de gaz à effet de serre. Ils sont arrivés à la conclusion que sur les 36, 11 seulement ont réussi un certain découplage émissions PIB pendant une période qui soit significative, pas une année par-ci, une année par-là, non, un découplage relativement stable. Donc, les partisans du capitalisme vert pourraient dire, vous voyez, on est en train d'y arriver, que nenni, ils ne sont pas en train d'y arriver du tout, parce qu'au rythme de découplage de ces 11 pays, il faudrait à ceux-ci, tenez-vous bien, 220 ans pour arriver au zéro émission qui, selon l'accord de Paris, doit être réalisé en 2050 ou autour de 2050. Et au cours de ces 220 années, pendant lesquelles, au rythme actuel, on se rapprocherait tout doucement, si tout va bien, du zéro net, pendant ces 220 années, ces 11 pays émettraient 28 fois la quantité de CO2 qu'ils pourraient théoriquement émettre dans le respect de la justice climatique nord-sud, c'est-à-dire dans le respect du principe qui est inscrit dans la Convention cadre des Nations Unies sur le climat adoptée à Rio en 1992, principe qui veut que la lutte contre le changement climatique se fasse dans le respect des responsabilités historiques des différents pays et des capacités qu'ont les différents pays. Bref, le capitalisme vert, c'est bien un oxymore. Le capitalisme vert, qui n'existe pas, n'est pas en train de solutionner la crise climatique, que du contraire. Ces chercheurs concluent en disant, si on voulait respecter l'objectif pour ces 11 pays seulement, ne parlons pas des 36 qui n'ont même pas réussi le découplage, si on voulait accélérer le découplage à la mesure de ce qui est nécessaire, il faudrait augmenter le rythme 30 à 40 fois dès 2025. Et ça, c'est évidemment, manifestement, complètement impossible, tant qu'on reste, en tout cas, dans un contexte de croissance économique. Donc, c'est bien le capitalisme en tant que système impliquant l'accumulation de la valeur auquel il faut s'en prendre. Il faudrait donc accélérer, mais les gouvernants ne sont pas du tout en train d'accélérer. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, je lisais récemment un article de Stéphane Foucard dans Le Monde, disant, bon, le Green Deal européen, il n'en reste plus rien. Tous les aspects, toutes les facettes de cet ambitieux projet ont été systématiquement déconstruites au cours des derniers mois, déconstruites par qui et pourquoi ? Déconstruite par les lobbies capitalistes, évidemment, que ce soit ceux des fossiles ou de la pétrochimie ou de l'agrobusiness, qui ont tous d'excellentes raisons de profit pour lutter contre ce projet, et déconstruite aussi parce que on voit dans les élections quelque chose qui est en train de changer, la montée d'une droite populiste et d'une droite néofasciste qui jette des ponts vers la droite extrême ou vers la droite traditionnelle. Et un des thèmes de cette droite néofasciste, c'est de dire stop aux contraintes, assez de contraintes environnementales. Macron lui-même a relayé ça en disant il nous faudrait une pause environnementale. Et le Premier ministre belge a fait la même chose, il a relayé, il faudrait une pause dans les mesures environnementales. Donc non seulement il y a une pause, mais il y a un véritable revirement, dit Stéphane Foucard, et il a raison. Là où il a tort, c'est qu'il impute ce revirement à ce qu'il appelle une révolution anthropologique, qui est la révolution anthropologique de l'individualisme, dit-il. Et je pense que ça n'est pas exact. Il y a certainement une montée de l'individualisme dans nos sociétés, c'est indiscutable, mais il faudra encore dire d'où vient cet individualisme. Il vient de la politique néolibérale qui détruit les rapports de force, qui détruit les organisations, les mouvements sociaux, et sape la puissance des organisations syndicales, et surtout, il faut s'interroger sur la raison qui fait que de plus en plus d'électeurs, y compris des classes populaires, adhèrent à ce discours contre les contraintes écologiques. Et la raison de fond, à mon avis, pour laquelle ils y adhèrent, c'est que la politique environnementale menée par l'Union européenne et menée par les gouvernements néolibéraux est partout une politique néolibérale. Et qu'en tant que politique néolibérale, elle fait payer
les classes populaires. Et quelque part, la révolte des Gilets jaunes en France était l'expression de ça. La taxe carbone de Macron, c'était une manifestation de cette volonté du capitalisme qui se diffère de faire payer les classes populaires pour une transition écologique qui n'en est pas une, qui est en tout cas inefficace. Et donc il y a à la fois inefficacité de cette politique de l'Union européenne et des gouvernements qui la composent, et en même temps injustice sociale, et les deux facteurs ensemble provoquent une réaction de révolte que l'extrême droite et la droite extrême sont en train de capitaliser de façon très habile, très démagogique, en se présentant faussement, c'est typique des fascistes, comme des défenseurs des classes populaires. Donc, assez de contraintes, touchez pas à notre voiture, il y a d'autres à qui il faut faire payer, et d'ailleurs les vrais responsables de l'aggravation du changement climatique, ce sont les Africains, parce qu'ils font beaucoup d'enfants, donc c'est eux qui sont en train de faire basculer le climat de la Terre. Et donc on a, voilà, c'est le discours qui est tenu maintenant de façon de plus en plus claire, évidente, depuis Milei en Argentine, avec sa tronçonneuse, qui dit comme Trump, on va sortir de l'accord de Paris, par Trump lui-même, qui est le noyau de ce cancer qui métastase partout, par Wilders qui vient de gagner les élections aux Pays-Bas, arrêter les politiques climatiques, tout ça c'est un complot de la gauche et des socialistes contre la nation flamande, contre la nation néerlandaise plutôt, etc., etc. Donc c'est partout la même chanson, haro sur les contraintes, nous sommes les défenseurs du niveau de vie des populations et nous sommes ceux qui les défendent non seulement contre la politique écologique, mais aussi contre le wokisme et contre les étrangers qui foutent le bordel. Donc tout ça pour dire, on a vraiment besoin d'une alternative qui soit à la fois écologique, parce que la crise est réelle et sérieuse, et en même temps qu'il soit une alternative sociale, c'est-à-dire qui réponde à des besoins légitimes des populations. Et cette alternative, sa mise en œuvre implique une planification démocratique. Et donc c'est de ça que je vais essayer de parler maintenant. Selon moi, les lignes de force d'un plan écosocialiste peuvent être résumés en une dizaine ou une douzaine de points. Le point de départ, c'est la satisfaction des besoins sociaux fondamentaux, des besoins sociaux prioritaires. Alors, c'est évidemment, il y a des choses évidentes, c'est le logement, c'est l'éducation, c'est une nourriture de qualité, c'est une eau propre, c'est la possibilité de chauffer ce logement ou de l'isoler en été, c'est la mobilité, un droit à la mobilité. Je crois qu'on pourrait ajouter même un droit à la connexion, parce que de la connexion informatique dépend la possibilité de s'informer de la réalité du monde aujourd'hui. Donc, on peut imaginer comme ça, disons, décrire des besoins fondamentaux de l'humanité. Il faut satisfaire cela en priorité. Il ne faut pas le satisfaire ou pas entretenir l'illusion qu'on va le satisfaire par des mécanismes de marché, parce que les mécanismes de marché ne satisfont les besoins sociaux fondamentaux que de la demande solvable, des gens qui ont de l'argent. Donc, deuxième point de ce plan, il faut que la satisfaction des besoins fondamentaux des populations soit prise en charge par une initiative publique. Il faut donc une extension du secteur public ou parapublic. De là découle directement un troisième point, qui est qu'il faut refinancer le secteur public. Il faut donc aller prendre l'argent là où il est, comme on dit, disons en tout cas en Belgique. Je ne sais pas si chez vous, dans la gauche française, on emploie cette expression. Et donc là, on a toutes les mesures, toute une série de revendications traditionnelles de la gauche dans le domaine fiscal, comme la taxation des grosses fortunes, un patrimoine, un cadastre des patrimoines, la lutte contre les paradis fiscaux, la taxation des plus-values, etc., etc. Donc c'est de l'air connu, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Un quatrième point, qui est moins banal, c'est que, vu la gravité de la situation, il faut faire des choix. Il faut faire des choix sur ce qu'on produit et ce qu'on transporte. Il faut donc supprimer les productions inutiles et nuisibles et supprimer les transports inutiles. Ce qui veut donc dire, un point immédiatement lié à ça,
une certaine localisation de la production. J'aime pas tellement employer le terme relocalisation parce qu'il suscite un peu l'idée qu'on va aller rechercher des investissements qui sont partis de chez nous, comme on dit, pour aller en Pologne ou pour aller en Chine et qu'on va les ramener ici sans se soucier de l'emploi des Polonais et des Chinois. Je préfère dire, mais en tout cas, la production doit se faire au plus près possible pour limiter les déplacements qui sont source d'émissions de CO2. Un cinquième point, là on retombe sur des choses qui sont davantage connues par la gauche, qui font davantage partie de son registre, de son programme de revendication traditionnel, c'est qu'il faut s'en prendre à la source principale de la destruction, en tout cas du climat, qui est l'industrie fossile. Il faut donc socialiser le secteur de l'énergie, et comme les investissements du secteur de l'énergie sont financés à crédit par les banques et par les fonds de pension, il faut y coupler la socialisation du secteur financier. Les deux sont inséparables. Je ne dis pas, parce qu'on m'a posé cette question récemment, qu'il faut se limiter à socialiser ces secteurs-là, mais ces deux secteurs-là, en tout cas, il est absolument indispensable de les socialiser. Si on ne les socialise pas, c'est un rêve, c'est une fiction, c'est un mythe de parler de transition énergétique. Les patrons du secteur charbonnier, du secteur pétrolier, du secteur gazier ne vont pas organiser la transition vers un système 100% renouvelable. Jamais. Ils luttent de toutes leurs forces pour l'empêcher. Et ils luttent avec succès, à telle enseigne que dans le dernier rapport du GIEC, il se fait que j'ai participé à l'Assemblée qui a conclu les travaux sur le rapport de synthèse, le rapport qui fait la synthèse des trois groupes, une formule est employée qui met sur un même pied l'utilisation des fossiles avec des systèmes de capture-séquestration du carbone, qui met ça sur le même pied que le passage aux énergies renouvelables. C'est une énorme victoire du secteur pétrolier, du secteur charbonnier, du secteur fossile en général. C'est la porte ouverte à ce que le président de la COP qui va commencer dans quelques jours, le sultan Al-Jaber, veut absolument promouvoir l'idée qu'on va continuer à employer des fossiles, mais qu'on va capter le carbone et l'enterrer sous terre. C'est une folie furieuse. Je ne dis pas que des systèmes de ce genre sont totalement exclus. On peut y avoir recours dans certains cas, mais sous des conditions très strictes d'étanchéité des réservoirs géologiques où on stocke le carbone et des conditions sociales très strictes, et en particulier le fait que ce soit pris en charge par les services publics. Mais donc voilà, ça c'est, si on ne s'attaque pas au secteur fossile, si on ne retire pas l'énergie des mains du secteur privé et donc aussi du secteur de la finance, il n'y a pas de solution possible. Le sixième point, mais ça c'est plus novateur, disons, dans le cadre d'un programme anticapitaliste, même si la gauche, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, s'est familiarisée à la question, c'est la lutte contre l'agrobusiness et le passage à une agroécologie sans pesticides, sans utilisation massive d'engrais, etc., avec toute la diversification des cultures qui va avec. Je ne rentre pas dans les détails. Le septième point, c'est la question de l'emploi. Parce que qui dit produire moins, qui dit fermer des entreprises inutiles ou nuisibles, supprimer des transports inutiles, implique inévitablement des répercussions sur les travailleurs, les travailleuses, ceux qui gagnent leur vie dans ces secteurs-là. Donc il faut une politique d'emploi qui répond à la fois à cette problématique que des emplois vont être supprimés et doivent être supprimés, et qui répond en même temps au fait qu'il faut augmenter l'emploi dans un certain nombre d'autres secteurs, qu'on peut décrire en gros comme des secteurs des soins aux personnes et aux écosystèmes. Secteur des soins aux personnes où le manque d'emploi aujourd'hui est criant et où les conditions de travail sont en général mauvaises, et secteur des soins aux écosystèmes, ça regroupe tout ce qui est agriculture, agroécologie, agroforesterie, petite pêche au lieu de la pêche industrielle. Tout ça sont des systèmes qui sont viables, qui peuvent assurer largement la couverture des besoins, notamment alimentaires de l'humanité, mais à une condition, c'est qu'il y ait plus de gens qui travaillent dans ces secteurs-là. Donc,
Rien que cette question de la politique de l'emploi éclaire de façon très nette, très crue, la nécessité d'une planification économique, d'un système qui tient compte des secteurs où l'emploi va être amené doit être amené à diminuer et qui tient compte en même temps des secteurs où l'emploi doit augmenter et qui assure une reconversion collective avec des systèmes de formation des travailleurs et des travailleuses, que ce ne soient pas les travailleuses et les travailleurs qui payent les frais de cette reconversion. 8e point, où en suis-je ? 8e point, le 8e point, c'est la question des femmes. Et je pense que trop souvent, on oublie que cette question-là a toute sa place dans un programme écosocialiste. Elle a toute sa place pour plusieurs raisons. Mais une des raisons que je veux souligner, qui est que, à mon avis, tout ce programme doit s'articuler autour d'un axe qui est la nécessité du prendre soin, la nécessité du care, comme tout le monde dit dorénavant en franglais, n'est-ce pas? Et pour des raisons qui ne sont pas essentialistes, pour des raisons qui sont sociales, les femmes se soucient davantage du soin que les hommes. J'insiste sur ce fait-là pour des raisons qui ne sont pas essentialistes. Ce n'est pas parce qu'elles sont femmes et que les femmes par nature seraient davantage portées à prendre soin de la nature, mais du fait de la place que le patriarcat leur assure, leur impose dans la société, le soin aux enfants, le soin dans la famille, les femmes, de fait, sont davantage sensibilisées à la question de l'écologie et à la question du soin aux personnes également. C'est un fait qui apparaît dans toutes les études et qui apparaît aussi dans la réalité des mouvements sociaux. Regardez les mouvements sociaux qui sont en pointe sur les questions écosociales, que ce soit le mouvement des indigènes, le mouvement des petits paysans comme Via Campesina, ou la Confédération paysanne, je crois que c'est le cas également, le mouvement des jeunes sur le climat ou sur l'écologie. Sur ces trois mouvements qui sont en pointe dans les luttes écosociales aujourd'hui, ce sont des femmes et des jeunes filles qui sont en première ligne, y compris parmi les peuples indigènes, au Brésil par exemple, ce sont des femmes qui sont porte-parole, qui sont dirigeantes des mouvements. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement profond. Et le programme écosocialiste de transition qu'on doit mettre en avant, doit intégrer à fond cette question-là et donc le traduire dans des revendications qui sont familières à la gauche, qui est avortement et contraception libre et gratuit, hors du code pénal, lutte contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes, etc. Et un dernier point des lignes de force de ce programme, je dirais, c'est un aspect culturel. Il faut que le programme de transition écosocialiste s'attelle de façon volontariste à propager, notamment par le biais de l'éducation, du système d'enseignement, mais aussi par le biais de la politique culturelle, une autre vision de la place de l'humanité dans le reste du vivant et sur la planète. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, je ne prétends pas que la cosmogonie, comme on dit, la vision du monde des peuples indigènes d'Amérique latine ou du sud de l'Asie peut être copiée-collée et mise en œuvre comme ça dans nos sociétés. Ça n'est pas possible, ce n'est pas un produit d'importation, mais c'est une source d'inspiration. Et donc, il est intéressant pour des militantes et des militants de se pencher là-dessus et d'essayer de réfléchir à la manière dont, à travers les luttes que nous menons, un même type de vision du monde peut être réinventé et réapproprié dans nos contextes sociaux. Voilà, disons, en très grande, passer vraiment à grand coup de brosse, quelques axes essentiels, j'en ai cité 9, de ce qui pourrait être, à mon avis, un plan écosocialiste. Alors, j'ai employé à dessein l'expression plan de transition, parce que je sais que vous êtes des militants avec une certaine histoire politique, et je sais aussi que l'idée, le concept d'un programme de transition, ça résonne dans la tête, je suppose, de la plupart d'entre vous. Je croyais que Jaurès était de Montpellier, mais il paraît qu'il n'est pas de très loin d'ici. Lui-même déjà avait commencé à réfléchir sur cette idée-là. C'était son concept de l'évolution révolutionnaire. Il s'interrogeait sur la manière
formuler un programme qui dépasse l'opposition ou la séparation entre les revendications immédiates d'une part et le but révolutionnaire, socialiste, internationaliste, féministe, à l'époque on ne parlait pas de ça, d'autre part. Et donc il introduisait cette idée d'évolution révolutionnaire. Mais ça n'a pas été très loin dans son élaboration, il n'en a pas eu le temps, le malheureux. Celui qui a vraiment donné ses lettres de noblesse à ce concept de programme transitoire, c'est Léon Trotsky, avec le programme de transition de la 4e internationale qu'il a proposé et qui a été adopté juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que dans les explications qui ont été données à l'époque, y compris par Trotsky lui-même, on peut trouver un certain nombre d'indications intéressantes pour aujourd'hui, parce qu'il y a une certaine similitude dans les situations objectives et subjectives, et notamment dans la menace d'extrême droite dont je parlais il y a un instant. Donc, que dit Trotsky dans les discussions sur le programme de transition? Il dit que c'est un programme dont un programme étagé, disons. C'est un programme qui comprend des revendications qui pourraient, par certains aspects, être considérées comme minimalistes, voire même opportunistes, et d'autres revendications qui, par d'autres aspects, pourraient paraître maximalistes ou révolutionnaristes. Il explique ça. Et il dit, cette tension ne tient pas au programme lui-même, elle tient à la difficulté de la situation objective. Et je pense que ça colle tout à fait à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Deuxièmement, il dit, certaines des revendications de ce programme sont réalisables dans le cadre de la société capitaliste, mais le programme dans son ensemble est incompatible avec le fonctionnement normal de ce système. Et je pense que ça aussi correspond à, disons, est une réflexion dont nous pouvons tirer profit aujourd'hui et qui se retrouve dans les 9 points que j'ai énumérés. Le premier point, satisfaction des besoins immédiats, ben ça, des tas de syndicats peuvent lutter pour ça, même s'ils ne le font pas assez, ça fait partie des revendications immédiates. Par contre, l'expropriation, la socialisation par expropriation du secteur bancaire et du secteur énergétique, c'est une autre paire de manches, comme disait Ernest Mandel. C'est carrément une revendication qui demande un affrontement de type révolutionnaire. Et il y a toute une série, disons, il y a tout un arc de revendications étalé entre ces deux extrêmes. Donc je pense que cette réflexion-là, elle est tout à fait pertinente aujourd'hui, surtout que j'ai relu tout ça récemment, et Trotsky insiste très fort sur un point. Il insiste sur le fait que le programme doit avant tout répondre à la situation objective. Avant tout à la situation objective. Et en réfléchissant un peu sur mon parcours militant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai compris les cours de formation qu'on me donnait il y a 45 ans ou 50 ans. Je ne donnerai pas de nom, mais on disait le programme doit partir du niveau de conscience des gens pour les amener vers une situation révolutionnaire ou une issue révolutionnaire. Alors, évidemment, il faut tenir compte du niveau de conscience des gens. Mais Trotsky insiste, avant tout, le programme doit répondre à la situation objective. Et pourquoi est-ce si important aujourd'hui dans la discussion sur un programme écosocialiste? Pour plusieurs raisons. Mais la plus épineuse, c'est qu'aujourd'hui, la clé de voûte de la situation objective, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'arrêter la machine de l'accumulation capitaliste. Il faut, désolé d'employer le mot qui est parfois un peu tabou à gauche, il faut passer par une décroissance. Il faut passer par une réduction de la production et des transports au niveau mondial, en tenant compte, encore une fois, de ce fameux principe de responsabilité inégale, différenciée et des capacités différentes entre les pays capitalistes développés et les pays les plus pauvres de la planète, avec tout l'étal, tout l'intermédiaire des situations qui existent. Ça, c'est une nécessité. Alors, entendons-nous bien, il n'est pas question de faire de la décroissance un slogan ou une revendication. Ça n'aurait aucun sens. Il n'est pas question non plus d'en faire un projet de société alternatif. Une société décroissante, ça ne veut rien dire. Mais il faut reconnaître
que la décroissance de la consommation finale d'énergie et donc la diminution de la production, de la transformation de matière et du transport de matière sont des nécessités objectives. C'est une contrainte physique, pour une raison très simple. On entend parfois des gens dire « Oui, mais les renouvelables peuvent prendre la place des fossiles. » Bien sûr, oui, si les renouvelables pourraient prendre la place des fossiles. Mais un système énergétique, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est des machines, c'est des réseaux, et il faut construire tout ça. Et pour construire tout ça, il faut des ressources et de l'énergie. Or, l'énergie, au moment où on parle, elle est toujours à 80% d'origine fossile. Elle est à 80% d'origine fossile depuis plus de 30 ans. Ça, c'est la meilleure illustration du fait que la transition énergétique du capitalisme vert, c'est du pipeau complet. La part des fossiles dans le mix énergétique global n'a pas bougé. Résultat du raisonnement, toute autre chose étant égale, si on voulait remplacer les fossiles par des renouvelables, il faudrait consommer plus d'énergie fossile pour produire les machines qui permettront de convertir l'énergie renouvelable en énergie utilisable par nous, en lumière, en chaleur, en conditionnement d'air, en mobilité. Donc, résultat, conclusion du raisonnement, si on veut passer à un système 100% renouvelable, il faut réduire la consommation finale d'énergie et il faut le faire dans une mesure telle que ça implique de produire moins et de transporter moins. Il n'y a pas moyen d'échapper à cette contrainte-là. Ça n'implique pas de faire des concessions idéologiques au Serge Latouche, au Hermann Daly ou à Hans Jonas, pour ceux qui connaissent cet auteur, ce philosophe allemand, pour qui la décroissance était un projet de société et qui avait une vision punitive de la décroissance, pour ainsi dire. Mais nous devons admettre, au-delà des interprétations que tous ces gens-là ont pu donner du concept, nous devons reconnaître que cette décroissance est aujourd'hui absolument indispensable. Et ça complique évidemment considérablement la conception d'un programme de transition, parce que, je le répète, il s'agit d'une décroissance globale, qui doit tenir compte des responsabilités différenciées et des capacités différenciées des pays les plus développés et des pays les moins développés. Je mets développés entre guillemets, bien entendu. Donc ça veut dire que la tâche est énorme. Alors, je l'ai dit à Boris tout à l'heure en discutant un peu, moi je n'ai pas une réponse à tous les... Je n'ai pas dans ma manche un projet de planification écosocialiste, clé sur porte, et voilà le programme, il n'y a plus qu'à prendre le gouvernement et y appliquer ça. Non, je ne l'ai pas. Je n'ai que les lignes de force que je vous ai présentées, les axes d'un programme qui devrait être planifié, et j'ai à côté de ça une préoccupation majeure qui est la préoccupation pour que la planification à mettre en chantier soit une planification démocratique. Bon, voilà la machine infernale qui me rappelle à mes obligations. Soit une planification démocratique. Or, qui dit démocratie, selon moi, dit localisme. Je n'imagine pas qu'il y ait une véritable démocratie qui ne soit pas enracinée dans des mécanismes locaux, dans des processus locaux. Et en même temps, le problème est global. Donc l'articulation entre les deux, il faut reconnaître que c'est un fameux problème. Comment est-ce qu'on pourrait la concevoir ? À mon avis, il n'y a pas de réponse institutionnelle à cette question-là. J'ai lu récemment dans la version courte du programme de la France Insoumise ce qui figure sur la transition écologique. J'admets qu'il y a un progrès par rapport à la brochure, au manifeste pour l'écosocialisme qui avait été produit à l'époque par le parti de gauche, dans lequel le mot démocratie n'apparaissait même pas comme qualificatif à côté de la planification. Ici, il y a un certain progrès. Mais la formulation qui est donnée, ou les propositions qui sont données de démocratisation de cette planification, sont des propositions institutionnelles. Il fait marquer que le plan écologique doit être soumis à des assemblées locales où les gens peuvent discuter. Ok, je suis pour ça, mais c'est insuffisant. Il fait marquer aussi qu'il faut reconnaître dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne.
revendication du mouvement des Gilets jaunes. Ok, je suis pour le référendum d'initiative citoyenne. Mais tout ça est totalement insuffisant pour garantir qu'une planification ne dérape pas dans un nouveau régime bureaucratique dictatorial. Absolument pas suffisant. Le minimum serait d'inscrire dans un projet de planification écosocialiste des revendications, des propositions qui concrétisent le droit d'intervention directe des citoyens collectivement sur les décisions là où elles sont prises, et le droit de contrôle des citoyens, et le droit de veto, par exemple le droit des collectivités locales de s'opposer à telle ou telle implantation ou à tel ou tel projet inutile. Exemple, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sans devoir pour ça passer par des mois et des mois d'affrontements quasi militaires avec les CRS et les gendarmes mobiles. C'est aussi reconnaître le droit d'intervention des travailleurs et des travailleuses sur les lieux de travail, le droit de contrôle sur les procédés industriels, le droit de veto sur le développement de nouveaux procédés industriels ou de nouveaux procédés d'organisation du travail. Je crois que ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, ça veut dire que si on pense qu'il n'y a pas de solution institutionnelle, d'où peut venir la solution ? La solution ne peut venir que d'un mouvement d'en bas. Elle ne peut venir que d'une irruption de lutte, d'où l'importance du thème de la convergence des luttes, d'où l'importance d'une perspective qui soit une perspective révolutionnaire, même si aujourd'hui la révolution apparaît complètement hors de propos, mais on ne sait jamais. La situation, surtout des situations instables, où les pouvoirs, disons les instruments traditionnels du pouvoir de la classe dominante sont ébranlés, et ils le sont aujourd'hui. Des situations pareilles, on a vu ça avant-guerre, notamment en France, autour de l'épisode du Front populaire et des croix de feu, etc. Donc, des situations peuvent changer extrêmement vite et mettre à l'ordre du jour des choses qui aujourd'hui nous semblent tout à fait hors de propos. Alors peut-être en guise de conclusion, nous, en tant que militantes et militants, disons, marxistes ou marxisants, ou voilà, marxistes révolutionnaires, qu'est-ce qu'on doit faire pour être en mesure de penser tout ça et de contribuer à la discussion sur tout ça ? Je crois que ce qui est absolument cardinal, c'est de nous mettre au clair définitivement par rapport aux conceptions productivistes qui ont existé dans le marxisme, et pas seulement chez les auteurs après Marx, mais qui existaient chez Marx lui-même. Et donc, comme je suis un rat de bibliothèque et que j'aime les citations, je vous en ai amené deux plus exactement. Dans le manifeste communiste, ça c'est bien l'écrit canonique par excellence, n'est-ce pas ? On lit ceci. Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives. La quantité des forces productives. Donc on a là une définition de la fonction historique de la révolution, qui est une définition premièrement productiviste. Il faut augmenter la quantité de forces productives. La révolution est le processus qui permet de libérer les forces productives de leurs contraintes capitalistes. Deuxièmement, c'est une vision étatiste. Il faut regrouper tous les instruments de production entre les mains de l'État. Troisièmement, c'est une vision qui est dénuée de toute critique des technologies, puisqu'il fait marquer que le prolétariat arrachera petit à petit tout le capital à la classe dominante, comme si le capital était une chose. Cette conception-là, on doit la liquider, nous. Et il en existe une autre. On peut liquider cette conception sans cesser d'être marxiste. Pour autant qu'il ne faille pas cesser de l'être, mais je ne compte pas cesser de l'être.
Parce qu'il existe chez Marx une autre conception de la fonction historique de la Révolution. Et cette conception, on la trouve dans ses écrits 20 ans plus tard, dans le Capital et dans les écrits sur la Commune de Paris. Et qu'est-ce qu'on lit dans le Capital? Que la seule liberté possible, c'est la gestion rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et la nature, que cette gestion doit être assurée dans le respect de la nature humaine, de la dignité humaine, en dépensant le moins de force possible, et que la condition pour ça, c'est la réduction radicale du temps de travail. Et dans la guerre civile en France, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, la Commune de Paris a résolu un problème pour Marx, qui est le problème de l'étatisme. On trouve dans la guerre civile en France cette affirmation magnifique que la Commune est la forme politique enfin trouvée de l'émancipation du travail. Et dans le Capital encore, que trouve-t-on? On trouve que le machinisme et la grande industrie donnent aux forces productives une forme capitaliste spécifique, que Marx veut détruire. Et donc là, on n'est donc plus dans l'étatisme, on n'est plus dans le productivisme, on n'est plus dans l'étatisme non plus, on est dans une autre conception, un autre paradigme de la Révolution. Et ce paradigme-là, c'est celui qui peut nous aider aujourd'hui à élaborer une perspective écosocialiste, révolutionnaire, internationaliste, féministe, et tous les ismes que vous voudrez. Merci.